Merci à vous tous d'être là et de m'avoir proposé de venir échanger avec vous et d'avoir pu écouter ce matin toutes ces très belles conférences qui font réfléchir. Alors, la question de l'inclusion est une question, et derrière la question de la stigmatisation des maladies psychiatriques, que ce soit en psychiatrie d'adulte ou en pédopsychiatrie, est une question qui traverse notre discipline depuis des siècles. Et effectivement, si nos patients n'étaient pas stigmatisés, si nous n'étions pas stigmatisés, eh bien, tout irait beaucoup mieux. Et donc c'est une voie d'abord indispensable. Alors, la notion de trouble neurodéveloppemental, on sent bien que quelque part, elle a été développée en partie pour ça. Et l'idée étant que, puisque la psychiatrie, c'est un mot qui fait peur, d'ailleurs, vous avez remarqué que même beaucoup de psychiatres ont du mal à prononcer le mot. Et qu'ils utilisent le mot santé mentale à la place. D'ailleurs, sur la planète, il y a plein de Institute of Mental Health. Beaucoup plus qu'Institute of Psychiatry. Donc même nous, on a du mal à dire psychiatrie. Et donc, peut-être qu'en mettant neuro à la place, peut-être que ça passerait mieux pour tout le monde. Et d'ailleurs, pourquoi pas, hein, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, figurez-vous qu'on a déjà, il y a des pays qui ont tenté, à propos de la schizophrénie, le Japon en particulier, en 2002, le Japon a changé de terme pour le mot, pour la maladie schizophrénique. Alors bien sûr, eux, ils ne disaient pas schizophrénie parce que c'était en japonais. Alors j'ai le mot en japonais, mais je ne le prononcerai pas parce que j'y arrive pas. Mais c'était, en gros, la maladie de l'esprit clivé. Schizophrénie. Bon, ils l'avaient traduit comme ça. Et donc en 2002, ils proposent de changer le mot pour le trouble de l'intégration. Ce qui obéit à une certaine perspective neurocognitive, sûrement plus d'actualité et moins historique. Et donc comme c'était en 2002, c'était il y a 20 ans, on a un petit recul sur ce que ça a fait. Et donc il y a un papier écrit dans l'Asian Journal of Psychiatry, dont le dernier auteur est Norman Sartorius, qui montre que effectivement ça a facilité, enfin en tout cas c'est ce qui ressort, ça a facilité le travail des psychiatres. Ils disent qu'ils ont plus de facilité pour annoncer le diagnostic et que c'est plus facile d'expliquer la maladie comme ça. Bon, alors, mais par contre, quand on regarde vraiment dans les faits si ça a changé les représentations de la maladie, notamment dans les articles des journaux, en fait, il n'y a pas grand-chose de changé. Voilà, donc c'est un verre un peu plein et beaucoup vide. Alors, à propos des troubles neurodéveloppementaux, moi j'en parle souvent avec des collègues qui me disent quand même, depuis qu'on a ça, c'est quand même plus simple. D'abord, c'est vrai qu'on a moins peur de poser les diagnostics, de dire les diagnostics. Avant on disait autiste, etc. Ça faisait horriblement peur. Maintenant on dit trouble du neurodéveloppement. Ça culpabilise moins les familles, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a beaucoup culpabilisé les familles à tort. Donc si ça peut faire le contraire, alors c'est très bienvenu. C'est plus simple, voilà. Et puis au moins c'est pas psy comme ça, voilà. Comme ça. Alors bon, on pourrait dire, d'accord, voilà. Alors quand même, il y a quelques problèmes de fond. C'est que tous nos patients n'ont pas des troubles neurodéveloppementaux. Il y en a quand même toujours qui ont des troubles psychiatriques. Alors eux, ça va être de pire en pire. Vous voyez, si une partie de nos patients ont les bonnes maladies et que les autres, ils ont les mauvaises maladies, eh bien, pour ceux qui restent, ça va plus mal se passer. Et figurez-vous qu'en France, c'est en train de se passer. Puisque, en Nouvelle-Aquitaine, qui est une région, l'Agence régionale de santé avait décidé de fermer tous les CMPP pour les transformer en centres de dépistage des troubles neurodéveloppementaux. C'est-à-dire tous les patients qui auraient eu autre chose que des troubles neurodéveloppementaux, du jour au lendemain, n'avaient plus de prise en charge. Donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit. Et puis, quand même, moi j'ai un petit doute sur cette histoire inclusion et troubles du neurodéveloppement. C'est que, oui, il y a des efforts d'inclusion. D'ailleurs, ce matin, il y a eu plein de présentations et en France, il se passe un peu la même chose. Hein. Mais souvent, j'ai l'impression que ce sont des fausses inclusions. Vous voyez, c'est du style,
ah oui, c'est bien, on va les inclure, mais enfin quand même, bon, quand même ils ont des problèmes, hein. Donc on fait des efforts pour eux, quoi. Voilà, et puis c'est lourd, et puis voilà. Un peu comme si c'était un faux self sociétal, vous voyez. Et ça, c'est pas terrible. Si les inclusions, c'est des fausses inclusions, ça ne marchera pas, hein. Alors, du coup, essayons de faire un pas de recul, et puis de se demander, finalement, une bonne inclusion, c'est quoi? Et en fait, une bonne inclusion, ça implique de savoir ce que la société entend par inclure, et qu'est-ce qu'elle accepte d'inclure ou pas. Et donc, il faut s'intéresser à la société. Et puis la société, c'est en partie nous, c'est nous qui avons décidé d'appeler ça les troubles du neurodéveloppement. Et pourquoi on a fait ça à ce moment-là? Est-ce que c'est sur des bases purement scientifiques? Pas si sûr. Alors je vous propose là, en 5-10 minutes, de revoir cet historique du concept de trouble neurodéveloppemental, et puis comme ça, après, on enclenchera sur ce que la société ou pas accepte d'inclure. Alors quand on regarde, vous savez, sur PubMed, l'apparition du mot trouble du neurodéveloppement, c'est très récent. C'est à partir des années 2010. Et alors vous me direz, ça c'est toujours pareil sur PubMed, en fait, plus ça va, plus il y a d'articles. Ça fait toujours croître les courbes, c'est normal, parce que plus ça va, plus il y a des articles dans PubMed. Donc, quel que soit le mot que vous mettez, c'est toujours une courbe ascendante. Mais si vous comparez les mots trouble du neurodéveloppement à schizophrénie, dans PubMed, ça n'a absolument rien à voir. Schizophrénie, ça monte, mais trouble du neurodéveloppement, c'est très stable pendant très longtemps, et c'est vraiment à partir de 2010 que ça monte. Donc c'est tout récent comme concept, c'est tout récent. Alors néanmoins, il y a des germes que l'on peut trouver, et c'est très intéressant. Les germes, c'est en 1996, la classification internationale des maladies dans la 10e édition. Figurez-vous qu'il y a un axe 2, et c'est Michael Rutter, là, le fameux pédopsychiatre britannique qui est décédé il y a à peu près un an d'ailleurs, qui est un peu la cheville ouvrière de cette édition, et qui définit donc un axe. Alors c'est intéressant parce que ce sont des troubles du développement psychologique. Et la définition, alors il y a beaucoup de troubles 10 dedans. Et dans la définition, c'est début dans l'enfance, déficit ou délai dans le développement de fonctions fortement associées à la maturation du système nerveux central, stable dans le temps. Donc ce sont des troubles du développement psychologique. Et puis, en 2008, Michael Rutter, la même personne, dans son gros manuel, vous savez, son gros manuel de pédopsychiatrie, qui fait un peu office de manuel de référence, jusqu'à ce que le manuel de Léa Capap le supplante, qui est gratuit au passage en ligne. Donc dans son gros manuel, il introduit le chapitre 3 avec un gros titre, trouble du neurodéveloppement. C'est là que le mot arrive pour la première fois, donc 2008. Et alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, il y a des troubles qui débutent dans l'enfance, qui conduisent à un déficit ou un délai dans le développement du fonctionnement fortement associé à la maturation d'une système nerveux central et qui sont stables dans le temps. Il reprend exactement la même définition de ce qu'il appelait avant des troubles du fonctionnement, du trouble du développement psychologique. Sauf que maintenant, le mot psychologique a changé et on a mis neurologique. Donc déjà, vous voyez, c'est curieux, la même définition à deux intitulés différents à 10 ans d'intervalle. Mais bon, alors il dit, voilà, il y a ces troubles-là, on peut les appeler troubles du neurodéveloppement. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans? Bon, on met les 10, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en plus? Alors, on pourrait mettre, j'ai envie de dire, les vrais troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire Prader-Willi, etc., toutes ces maladies qui sont d'allure très neurologique. Alors, il dit, non, on ne va pas les mettre parce que c'est trop simple. Il y a un déterminisme génétique simple, et donc ça ne fait pas partie vraiment de ce que j'appelle les troubles du neurodéveloppement. Alors, il dit, on pourrait mettre l'autisme et l'hyperactivité dedans, puisque ça évolue, ça ressemble un petit peu, même si, est-ce que c'est associé à la maturation du système nerveux central? C'est pas complètement sûr, mais quand même ça ressemble. Et alors, est-ce qu'on met la schizophrénie dedans? Ah ben non, alors c'est vrai que la schizophrénie, ça a quand même à voir avec la maturation du système nerveux central, mais c'est pas complètement stable dans le temps. Est-ce que la schizophrénie est moins stable que l'autisme ou l'hyperactivité? Ça reste à voir, je ne suis pas complètement sûr, mais bon, c'est ce qu'il dit. Donc il dit, voilà, on va mettre autisme, hyperactivité, 10, et puis après il y a
une dizaine de pages écrites tout petit, avec beaucoup d'arguments tels que David Cohen les a présentés ce matin, c'est-à-dire des arguments très solides, de nature plutôt neurobiologique, qui expliquent que ces troubles ont quelque chose en commun. Et je dois reconnaître que sur un plan scientifique, les arguments ne sont pas négligeables, ils sont critiquables, mais ils ne sont pas négligeables. À la mesure de ce que David a présenté ce matin, je pense que ça fait réfléchir authentiquement. Donc on en est là en 2008, et puis alors la consécration des troubles du neurodéveloppement, c'est en 2013 avec le DSM-5. Bien sûr, c'est là qu'ils apparaissent, comme le DSM-5, il inonde la planète, forcément le concept a flambé. Mais alors, quelle est la définition des troubles du neurodéveloppement dans le DSM-5? Il s'agit de troubles précoces, par exemple avant l'école primaire, caractérisés par des déficits de développement qui entraînent une altération du fonctionnement personnel, social, scolaire ou professionnel. Voilà, qui entraîne une altération du fonctionnement personnel, social, scolaire ou professionnel. Et on appelle ça trouble du neurodéveloppement. Mais où est le neuro dans cette définition? Il n'y a rien de neurologique dans le fait qu'on ait un déficit du fonctionnement personnel, social, scolaire ou professionnel. Or, on a appelé ça trouble du neurodéveloppement. Alors là, en termes quand même de consistance scientifique, c'est quand même très étrange. Alors d'autant plus qu'au même moment, figurez-vous que les neurologues sont toujours vivants. Et que, bien sûr, eux aussi, définissent ce qu'on appelle des troubles du neurodéveloppement. Et dans les Current Opinion in Neurology, en 2019, des neurologues écrivent un article sur ce que sont les troubles du neurodéveloppement. Et ils sont très contents de voir que les psychiatres mettent l'hyperactivité et tout ça, ils se l'approprient et ils rajoutent l'épilepsie, la cécité, la surdité, et que bien sûr que l'épilepsie, c'est un trouble du neurodéveloppement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et ils disent juste, on ne va pas mettre de spina bifida parce que ce n'est pas le système nerveux central, encore qu'on pourrait réfléchir, mais bon, on va vous laisser ça. Et donc, on en arrive à un stade, bien sûr, si ce sont des troubles neurodéveloppementaux, qui sont légitimes pour les définir et s'en occuper, c'est les neurologues. Et on en arrive à ce que disait Naoufel ce matin, eh bien, maintenant, une fois sur deux, quand on m'envoie un patient, c'est pour avoir une consultation avec un neuropédiatre. Alors vous me direz, mais ça c'est de la politique, d'accord, c'est peut-être de la politique, mais enfin la politique c'est important. Et puis en plus, quand même, il y a un problème. Vous savez, mal définir les choses, c'est ajouter au malheur du monde, comme disait un écrivain. C'est quand même problématique, quand on est médecin et en particulier scientifique, d'utiliser des mots qui ne correspondent pas à la réalité de ce qu'on désigne. Et d'ailleurs, en fait, parce que vous pourriez me dire, oui, mais quand même, ce que montrait David ce matin de façon extrêmement pertinente et brillante, on voit bien quand même que tous ces troubles, ils ont quelque chose en commun, ce que je suis prêt à accepter, et que ça a à voir avec le fonctionnement cérébral. Ce que je suis prêt à accepter aussi, les maladies psychiatriques ont à voir avec le fonctionnement cérébral, bien entendu. Mais avec le fonctionnement cérébral en ce qu'il est compliqué. Et vous avez vu ce matin comme c'était compliqué. Et en fait, comment on appelle ce qui est compliqué dans la tête des gens? On appelle ça la psychologie. C'est juste la définition. Quand c'est simple, c'est-à-dire quand c'est un trouble comme un AVC avec un déficit neuropsychologique bien circonscrit, c'est de la neurologie. Quand c'est compliqué, comme on l'a vu ce matin, que tout est intriqué, que ça imprègne toute la personnalité du sujet, c'est ça qu'on appelle la psychologie. Et quand ça va mal dans la psychologie, on appelle ça de la psychopathologie ou de la psychiatrie. Donc ça, c'est nous, mais c'est pas neuro, c'est psy. Et il faut qu'on le reconnaisse et qu'on le dise. Alors, mais du coup, pourquoi on a utilisé ce mot neurodéveloppement? Alors, pour des enjeux de pouvoir, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'avant, il y avait les psychanalystes, bien sûr, eux, le trouble du neurodéveloppement, c'est pas leur truc, et puis, Ruther, historiquement, il a été contre les psychanalystes, et à un moment donné, il a vu la possibilité de faire une OPA et de dire, je fais l'OPA sur la pédopsie, en mettant les troubles du neurodéveloppement, comme ça, je vais ramener toute la galette. Ok, c'est la vie, Alors après, la neurophilie,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous mettez neuro, vous avez l'air intelligent. Il y a de la neurosociologie, de la neurophilosophie, de la neuroéconomie, et puis on va faire de la neuropédopsychiatrie. Et puis, comme ça, on a l'air sérieux. Et c'est vrai que, ben aujourd'hui, quand vous avez un discours à base de jargon neuroscientifique, eh ben, vous avez l'air intelligent. Et c'est la vie. Voilà, c'est des éléments de rhétorique qui appartiennent à l'humanité, et puis voilà. Alors, tout ça, c'est des gadgets, mais à mon avis, ça signe quelque chose de plus profond, qui est que, vous voyez, si on dit que, quand même, que le fonctionnement psychique d'un être humain, ça se limite à des choses que l'on décrit en termes neurologiques, eh bien, moi, j'interprète ça quelque part comme un déni d'intériorité. Et je trouve que c'est vraiment un symptôme, alors là, j'allais dire de nos sociétés, mais je vais dire de ma société, que je connais un peu et encore pas beaucoup, mais c'est là que je serais curieux d'avoir votre réaction par rapport à votre société, à vous, qui est proche de la mienne, mais qui a aussi, bien sûr, ses particularités culturelles. C'est que dans ma société, aujourd'hui, il y a un déni d'intériorité. En particulier, il y a un déni d'intériorité dans le monde rationnel, c'est-à-dire dans le monde scientifique. Quand on dit ben, ce sujet souffre dans son fonctionnement psychique, les gens vous regardent en ayant l'impression que ce que vous dites relève de quelque chose de médiéval. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le fonctionnement psychique? Où sont les neurones, quoi? Et plus globalement, ben, si vous dites, voyez, il y a un anthropologue, Philippe Descola, qui dit que partout sur la Terre, les humains expérimentent qu'ils vivent quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes, mais qu'en plus de ça, ils ont un corps qu'ils peuvent toucher. Eh bien, quand vous dites, voilà, nous avons une vie intérieure, dans un congrès scientifique, les gens pensent que, en fait, vous faites de la poésie. Que c'est quelque chose qui est comme ça, quoi. Voilà, dans la vie de tous les jours, on peut dire, ah oui, je me sens comme ça, mais c'est juste une impression, c'est pas sérieux, ça se touche pas. Donc si ça se touche pas, ça n'existe pas vraiment. Et là, bien sûr, nous, ça nous pose problème, parce que nous, notre spécialité, eh ben, c'est justement de s'occuper des gens qui sont souffrants dans leur intériorité. Et s'il y a un déni collectif d'intériorité, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des problèmes de stigmatisation de nos patients et des problèmes d'inclusion et des problèmes de vocabulaire. Et là, on en arrive à une question, la deuxième volet que je voulais aborder avec vous, c'est pourquoi nos sociétés en sont arrivées comme ça. Pourquoi il y a un tel déni d'intériorité? Alors, en réalité, c'est plus compliqué parce qu'il y a un feuilletage. Il y a un feuilletage que j'appelle un feuilletage de mythologie, c'est-à-dire nos sociétés sont constituées par des discours collectifs qui les construisent, des discours mythologiques, qui expliquent d'où nous venons et en quoi un être humain est défini. Et alors au cours des temps, ça a changé tout doucement, et puis ça s'accélère en ce moment à toute vitesse, et comme ça s'accélère à toute vitesse, ben ça perturbe toute la société, et vous avez vu comme en ce moment, les sociétés, même la vôtre, peut-être moins que la mienne, sont perturbées sur ce qui constitue un humain avec ses référentiels. Alors qu'est-ce qu'il y avait avant? Eh bien avant, il y avait, en tout cas en France, il y avait un roi avec un dieu. Et ça simplifiait les choses. C'est-à-dire que le roi était d'origine divine, quand il faisait des lois, quand il disait quelque chose, c'était Dieu qui le disait, et comme tout le monde obéit à Dieu et que Dieu par définition a raison, eh bien la société était structurée sur des arguments divins. Et bien sûr, il y a encore plein de pays qui fonctionnent comme ça, et bien sûr que dans mon pays, eh bien il y a encore, naturellement, des reliquats de cette mythologie religieuse. Alors après, c'est arrivé tout doucement avec la Grèce classique et puis avec la Révolution, avec le XVIIIe siècle, il y a eu une mythologie rationnelle. Vous savez, avec ce qu'on appelle la modernité, avec l'homme universel, avec la science, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, et une partie de notre médecine est quand même arc-boutée là-dessus. Il y a de la science, il y a du vrai, et d'ailleurs on va dire qu'un enfant qui a de l'ADHD ou du TDAH en Tunisie, c'est la même chose que le TDAH en France, c'est la même chose que le TDAH aux États-Unis et qu'au Japon, hein, puisque ce sont des TDAH, c'est universel. Alors qu'en fait, entre nous, entre un TDAH au Japon et un en Italie,
quand on discute entre collègues, ça ne ressemble pas exactement au même phénotype. Mais ça, vous voyez, ça passe sous silence complètement. Donc, mythologie rationnelle, qui existe toujours, bien sûr. Donc, vous voyez le feuilletage. Religion, rationalité. Alors après, il y a eu une mythologie irrationnelle, que les sociologues disent relever de la postmodernité, c'est-à-dire que, à la fin du XIXe siècle, donc il y a Nietzsche, Marx, Freud. Nietzsche dit, de toute façon, le vrai, ça n'existe pas, tout est relatif, ce qui est parfois un peu vrai. Marx, il dit que rien n'est universel, il y a des dominations de classe, ce qui est un peu vrai aussi. Et puis Freud, il dit que la rationalité, ça n'existe pas, on a un inconscient qui parfois nous fait faire le contraire de ce qu'on veut faire, donc c'est pas rationnel, ce qui est un peu vrai aussi. Et donc, eh bien, il y a une mythologie irrationnelle, avec, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, en particulier dans le mien, tout individu est unique, et il revendique son unicité. Voilà, il y a un livre avec un très beau titre, « Soi-même comme un roi ». C'est-à-dire, il y a des rois partout. Et je crois qu'on le voit parfois en consultation, les patients maintenant arrivent comme des rois. Alors, c'est notre job de faire ça, hein, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que ça change la relation médecin-malade. Encore, mais alors, heureusement, à l'époque, il y avait quand même la télévision. C'est-à-dire, il n'y avait plus de Dieu, il n'y avait plus de science, mais il y avait la télévision. Surtout pendant longtemps, on n'avait qu'une seule chaîne, donc au moins, vous voyez, tout le monde voyait la même chose, ça organisait la société. Et puis tout ça, bien sûr, il y a eu de plus en plus de chaînes, et puis tout va de plus en plus vite, et donc il n'y a plus rien qui unifie le discours qui construit la société. Ça conduit à ce que certains appellent l'anomie, c'est-à-dire on a beaucoup moins de repères, et c'est difficile à vivre. Alors, c'est pas fini, tout récemment, il y a une nouvelle mythologie qui est une mythologie informationnelle. Vous avez vu qu'aujourd'hui, voilà, là j'ai un ordinateur, c'est projeté ici, il y a une caméra, j'ai un smartphone qui mesure le temps. David Cohen était ce matin via Zoom, et donc c'est des flux d'informations qui sont passés sous la mer Méditerranée ou par des satellites, enfin il y a de l'information partout. Et il y a même de l'information en biologie, hein, il y a un auteur britannique que je trouve assez génial, Richard Dawkins, qui dit qu'en fait la vie c'est de l'information. En fait, l'objectif de la vie, c'est pas de transmettre des gènes, c'est de transmettre de l'information. En fait, les gènes ne sont que de l'information. C'est absolument fascinant. Et donc, en fait, l'informatique, c'est comme la vie, c'est de l'information qui se transmet. Il n'y a que de l'information partout. Alors, du coup, comment construit-on une société quand il n'y a que de l'information partout? Alors, c'est vrai que qu'est-ce qui nous reste pour construire du vivre ensemble? Moi, ce que je regarde dans ma société, il y a de l'argent. Voilà. L'argent, c'est ça que tout le monde a. C'est de l'information, puisque c'est des numéros qu'il y a sur des billets de papier ou même sur des sites internet. Et c'est ça qui fait qu'on vit ensemble. C'est pas très gai, mais c'est comme ça. Et puis, il y a des contrats. Vous savez, tout est contractualisé. D'ailleurs, on se plaint qu'il y ait de la bureaucratie de plus en plus, mais la bureaucratie, c'est ça. C'est de l'information qui submerge tout. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a même des endroits où on envisage de contractualiser la sexualité des couples qui se forment. Vous avez vu jusqu'où va la contractualisation. Alors, moi, je dis ça, bien sûr, en tant qu'humain de mon âge, etc., ça me choque parce que ce n'est pas ma culture. Mais bon, il faut prendre les sociétés comme elles sont. Surtout quand on est clinicien, on doit accepter les sociétés comme elles sont si on veut soigner les patients qui viennent de ces sociétés. Alors, intersubjectivité, c'est-à-dire comment vivre ensemble, c'est avec des contrats et des euros chez nous. Et puis, quelle est la question de l'intériorité? Qu'est-ce que l'intériorité dans une société où il n'y a que de l'information? Eh bien, c'est de l'intériorité vue par les sciences cognitives, puisque les sciences cognitives, c'est le sujet pensant est un sujet en tant que traitant des informations. Et c'est ce qui explique le succès extraordinaire des neurosciences cognitives aujourd'hui, c'est qu'en fait, elles collent parfaitement avec la mythologie informationnelle qui structure notre société. Alors, dans les 6 minutes qui me restent, quid de l'inclusion dans tout ça? Eh bien, l'inclusion, elle s'est déclinée selon toutes ces mythologies.
les religieux ont joué le rôle d'inclusion pendant des siècles en France. Et d'ailleurs, le mot crétin, en fait, vient du mot chrétien. Et le mot béné, un bené, vous savez qu'il y a un vieux mot français pour dire un imbécile, vient de béni. Donc en fait, et beaucoup de communautés religieuses prenaient avec elles nos patients psychotiques au sens très large. Hein. Et c'était une forme d'inclusion, inclusion par la religion. Alors, bien entendu, en ce qui concerne la France, vous savez que la religion et l'école, c'est compliqué, et que donc, ça ne va pas être possible d'envisager l'inclusion à l'école par le biais de la religion. Alors après, il y a la mythologie universelle. Alors, la mythologie universelle a apporté des choses, mais en bien et en mal. Alors, en bien, la mythologie universelle, c'est que tous les enfants qui rentrent à l'école sont égaux et identiques. Alors ça a vraiment constitué très fortement l'école française républicaine. Vous êtes tous pareils. Alors, du coup, ça a eu un avantage, c'est que ceux qui avaient l'air un peu différents, en fait, ils étaient pareils. Donc, au moins, tu n'as pas le droit de dire qu'il est différent, puisque nous sommes tous pareils. C'est une espèce de conditionnement très fort à la similitude. C'est une forme un peu brutale d'inclusion qui a marché marginalement, parce que, bien entendu, nos patients, avec les difficultés les plus sévères, ça n'est à l'évidence pas possible d'être comme les autres, et donc, comme ils n'étaient pas comme tout le monde, eh bien, ils étaient dans des institutions. Et ça s'est passé officiellement au début du XXe siècle, avec d'ailleurs, le test de Binet-Simon a été réalisé dans ce but. C'était, l'école devenant obligatoire, tous les enfants doivent aller à l'école, donc on voit là la question de l'inclusion universelle, sauf que ça n'est pas possible, les enseignants disent ça n'est pas possible, donc il faut choisir qui va venir, qui ne va pas venir, on va faire un test, ceux qui sont en dessous, ils sont en dehors. Alors après, la mythologie irrationnelle, ça a beaucoup aidé à l'inclusion. Ça a beaucoup aidé à l'inclusion, pourquoi? Parce que si nous sommes tous différents, alors ceux qui sont différents avec nos mots à nous, c'est-à-dire TSA, TADA, etc., du coup, ils sont différents comme les autres. Donc l'école doit les accueillir parce qu'en fait, nous sommes tous différents. Et donc être un peu différent ou pas beaucoup différent, ou beaucoup différent, tout le monde doit être accepté. C'est la règle de la postmodernité. Avec, vous l'avez vu, dans les médias, un certain écho favorable, une certaine positivation de la différence, qu'on voit dans les séries télé. Maintenant, il y a des séries télé avec des héros qui sont différents, en particulier qui sont autistes. Et c'est valorisé. L'autiste n'est plus vu du tout comme Rainman, comme quelqu'un avec un défect. L'autiste est vu comme quelqu'un qui sait aussi faire des choses que les autres ne savent pas faire. Et entre nous, ça a beaucoup mieux marché sur la déstigmatisation que tout ce qu'on avait fait nous avant. Le point culminant étant Greta Thunberg, qui est bien sûr une adolescente autiste qui a pour objectif dans la vie de sauver l'humanité. Donc il y a eu des points très positifs avec les mythologies rationnelles vues comme facteurs d'inclusion dans les écoles. Alors bien sûr, ça a ses limites. Ça a ses limites, c'est que si tout le monde est différent, on ne peut pas vivre ensemble. Si quand vous conduisez, chacun a ses règles de conduite, il n'y a que des accidents partout. Il faut bien qu'on ait un minimum de choses en commun pour qu'on puisse se faire société. Et ça, il faut l'accepter aussi. Et donc, oui, nous devons faire des efforts pour accepter le plus de différences possible, et ceux qui sont différents doivent comprendre aussi que vivre avec la norme, c'est un minimum indispensable. Et ça fait partie de ce qu'on fait dans le soin tous les jours, c'est-à-dire d'expliquer à nos patients qu'ils sont différents et qu'il y a du bien et du mal à être différents, sauf que, comme ils vivent dans une communauté où les gens se ressemblent et sont différents de lui, il va falloir qu'il fasse un pas, lui ou elle aussi, pour pouvoir se sentir dans la communauté. Ça marche des deux côtés, l'inclusion. Et puis bien sûr, il y a un certain seuil au-delà duquel, et ça a été dit ce matin aussi par Naoufel, il y a des seuils pour lesquels les enseignants disent « c'est juste pas possible, nous ne pouvons pas faire ça, parce que c'est matériellement
Psychiquement, je n'ai pas été formé pour ça, et il faudrait changer complètement le système scolaire pour qu'on puisse inclure tout le monde. Ça n'a aucun sens. Donc on voit que la mythologie rationnelle a apporté quelque chose de bien, mais aussi est une impasse. Alors, la mythologie informationnelle, on en voit plein d'exemples, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de la contractualisation de l'inclusion. Pour être inclus, on l'a vu aussi dans les présentations de ce matin, il faut avoir une série de tests avec des diagnostics, à l'issue de quoi il y a un tampon où on dit « vous êtes différent, mais vous devez être inclus », et à ce moment-là, on doit proposer un certain nombre de stratégies pour pouvoir vous inclure. Alors, ça peut marcher, là aussi, et on a vu tout un tas de stratégies evidence-based qui font qu'il est plus facile d'inclure les sujets différents quand on les utilise. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça a ses limites aussi. D'abord sur la question de l'opérationnalisation. En fait, dire que quelqu'un a un trouble ou pas, dire que quelqu'un est différent ou pas, eh ben, c'est compliqué. Et là, David Cohen l'a montré ce matin aussi. En fait, ce sont des dimensions. C'est très difficile, c'est très artificiel de dire qu'à partir d'un certain seuil, alors on est différent et on mérite l'inclusion, et juste en deçà de ce seuil, on est normal. Et ça conduit à des situations absurdes, en tout cas dans mon pays, où quand vous avez un trouble 10, une dysorthographie par exemple, officielle, vous avez un tiers-temps et on vous pardonne toutes les fautes d'orthographe que vous faites, si vous êtes juste en dessous du seuil, vous êtes un cancre. Or, bien sûr, la plupart des cancres ont des troubles 10 à minima. Et on ne les inclut pas. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le logiciel de la contractualisation de la différence. Alors, que conclure de tout ça? D'abord, que la notion de trouble neurodéveloppemental, ça aurait pu être une bonne idée, que en termes sémantiques, faut être honnête, ça ne repose pas sur grand-chose, voilà. Qu'il existe une communauté de troubles qui se ressemblent, moi je suis prêt à l'accepter, de les appeler neurodéveloppementaux, si on fait le pas, il faut accepter que ce soit les neurologues qui s'en occupent, et il faut accepter que l'épilepsie et la surdité en fassent partie. Et comme nous ne nous occuperons pas d'épilepsie ni de surdité, eh bien ça ne sera plus nous qui nous occuperons des troubles neurodéveloppementaux. Et c'est logique. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Même pour nos patients, je ne pense pas. Parce que s'occuper d'un enfant autiste dans sa vie ou hyperactif, c'est pas la même chose que de soigner un spina bifida. Ça ne relève pas de la même formation, c'est juste une évidence. Donc, la notion de trouble neurodéveloppemental, elle n'est pas bonne conceptuellement, et je pense qu'elle n'est pas bonne ni pour les patients, ni pour leur inclusion. Et puis, au-delà de ça, c'est un symptôme, ce vocable de trouble neurodéveloppemental. C'est le symptôme du fait qu'on ait du mal dans nos sociétés à parler de l'intériorité. Et alors là, quelle est notre responsabilité là-dedans? Est-ce que nous devons renforcer cette difficulté à parler d'intériorité? Est-ce que nous, psychiatres et psychologues, notre boulot, c'est d'oublier et d'aider la société à oublier que nous avons une vie intérieure et que nous pouvons souffrir dans cette vie intérieure? Alors là, faire ce choix relève d'une responsabilité très importante. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que quand on accueille une adolescente suicidaire aux urgences, eh bien il s'agit bien de travailler avec sa vie intérieure et son désir d'en finir avec la vie. Et dans ces cas-là, c'est vraiment de la psychiatrie qu'il faut. Je vous remercie pour votre attention.